Deuxième sujet consacré aux boîtes parcours Callaway dans la gamme 2022, les Rogue. Médéric, merci d'être à mes côtés. Tu nous as amené 3 boîtes parcours. Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques, c'est-à-dire loft, shaft, et puis après nous on va ici mesurer la longueur des clubs, et puis on va aussi regarder le swing weight et le poids total. Donc Alors, on démarre par le Max D, Ok. forcément. Boîte 3, 16 degrés au niveau du loft. On se retrouve sur un shaft monté d'origine, la gamme Cypher de chez Projetix. Le Cypher Black dans la gamme des 50 grammes en 5.5, donc l'équivalent du régular. Eh ben, Le reste, après, ça va être toi qui vas pouvoir nous allez, donner à les moi de infos jouer. avec les longueurs. Normalement, 43 inch 25, C'est ça. si je ne dis pas de Non, bêtises. non, c'est ça, 43-25. Donc on va regarder, on ne peut pas regarder, là la tête n'est pas ajustable, je ne vais pas m'amuser à te la décoller. découper, à te la décoller pour te la recoller. Donc on va regarder que le poids total et le swing weight. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on devrait trouver du D2, du D3. Ce qui devrait être logique sur cette gamme-ci, parce que là on est sur des gammes un tout petit peu plus légères sur les versions Max D. Allez, D3. Il faut que je trouve le point d'équilibre. Voilà. D3, qu'est-ce que tu as comme. Qu'est-ce que tu paries combien sur le poids du club? Et 300, petit 315. Un petit peu plus, peut-être 320. Entre les deux. Ouais, je dirais bien 315. Ah, 320. Ouais, 320. Allez, ça doit être un 319, quelque chose comme ça. Non, mais je ne peux pas cette précision. C'est juste avant, elle est Ouais, juste avant la ligne. c'est juste avant la ligne, peut-être 319 grammes. On va dire 320, on va peut-être pas chipoter pour 1 gramme. Donc, sur le Max D, on est sur un D3, je le note, D3 320 grammes. Voilà, c'est au moins les informations de base qu'on a en complément de ce que tu nous as donné. Et bien, écoute, on va continuer avec le deuxième. Donc, après le Max D, on va pouvoir basculer sur la version Max standard. D'accord. Donc toujours Donc, le premier faisait 16 degrés, là, le 16 loft. degrés, là il est en 15 degrés. Donc là on revient sur un loft à peu près tout à fait standard. Montée d'origine avec le Tainsei AV Blue, donc toujours la version vapeur d'aluminium. On est dans les 65 grammes, 43 inch 25, comme l'autre club normalement. Vérifions. Oui, 43,25. Pas d'hésitation. On va commencer par le poids, tiens, parce que on verra le swing weight juste après. Ça paraît un poil plus lourd, Oui. ça paraît cohérent. Ça va venir du shaft. Normalement tu dois avoir un petit 10 grammes de plus par rapport à l'autre shaft. Là on est dans la gamme des 65, on était dans les 55 tout à l'heure. 325, c'est possible? Oui. Ok. Swing weight. Je vais mettre en D3 direct parce que je pense que. Ouais, ça ressemble à du D3. Il doit être peut-être. C'est assez proche de ce qu'on avait sur la version Max D. Peut-être un tout petit peu plus. Ouais, ça doit être du D3.5. Oui, c'est juste entre les deux. Là, le C'est D4 entre est un tout petit c'est peu trop. D3.5, ouais, c'est du D3.5. Encore une fois, il existe des machines à swing weight numériques, plus précises. Mais là, oui, c'est entre D3 et D4. Et troisième boîte parcours. Et là, on va passer sur la version LS. Donc, toujours en bois 3, 15 degrés. Cette fois-ci montée d'origine avec un shaft en stiff. Le Tainsei AV White, donc l'équivalent, l'évolution de la version Blue. Point de flexion un peu plus haut, torque un peu plus faible, un peu plus stable. Et donc toujours en 43 inch 25, logiquement. Oui, 43-25. Alors un verdict pour le swing weight. Je pense qu'on devrait on devrait peut-être basculer sur un D4 un peu plus franc.
Peut-être même un tout petit peu au-dessus. Non, on va être juste avant. Non? On est sur un D5. D5 même. On est sur un D5. Donc un équilibrage plus en tête. Et donc en termes de poids du club, je me mets à 330 pour voir, mais j'ai l'impression que je suis pas loin de la vérité à 330 grammes. Est-ce que ça te paraît cohérent? Oui, parce qu'on va récupérer 10 grammes de plus au niveau du shaft par rapport à la version précédente. Et donc, logiquement, c'est l'écart qu'on va avoir entre le max et le LS. Ok. Bah, voilà, maintenant qu'on a au moins quelques informations sur ce qu'on teste, des informations de caractéristiques du club, on va pouvoir procéder au test et puis ensuite on les commentera, on commentera les résultats ensemble si on peut distinguer des informations utiles et pertinentes pour nos amis qui nous regardent. Alors voilà, j'ai testé les 3 boîtes parcours que Médéric nous avait amenées. Je le remercie. Donc là, sans faire trop de suspense, 3 boîtes parcours, 3 comportements différents, 3 trajectoires différentes, 3 rendements différents. Et malheureusement ou heureusement, j'ai été à contre-courant de ce qu'aurait pu même imaginer Médéric, c'est-à-dire qu'il avait un peu gradué la difficulté sur ces 3 boîtes parcours. Et j'ai été à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai mieux joué avec le plus difficile selon Médéric et moins bien avec le plus facile, ce qui prouve bien que concernant des boîtes parcours, il faut les essayer. Alors on est sur des boîtes parcours non ajustables, donc on ne peut pas changer les shafts, on ne peut pas les modifier, donc on a utilisé des boîtes parcours, d'ailleurs c'est les shafts stock. Les shafts, Tout à fait, les shafts sont proposés d'origine avec chacun des modèles. Donc là on ne peut pas dire que le fitting ça va être, sauf aller chez un club fitter, enfin, c'est encore une autre logique. Là, le fitting, c'est vraiment de trouver dans l'offre du magasin, enfin du revendeur Callaway, le bois de parcours, je vais les prendre. Tu en as un dans la main, mais ça va vraiment d'aller dire je prends plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Et là, moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu 3 résultats très, très différents. Beaucoup de différences de résultats. Médéric, on va commencer peut-être le premier. On a commencé par l'ordre de difficulté, donc on a fait du plus facile au plus difficile. Et donc, en cohérence avec ce que je viens de dire, c'est là où ça s'est le moins bien passé. Quel est, Médéric, le smash factor idéal selon toi pour un bois de parcours aujourd'hui des temps modernes? On se rapproche de ce que peut faire un driver. Alors c'est là où ça devient justement casser un petit peu les codes et ce qu'on entend depuis des années, parce que souvent il y a encore, moi je me revois il y a 10 ans en train de dire voilà, un fer c'est un 38, un fer 7, fer 6, un bois 3 c'est un 43, un 44 et puis après un driver un 50. Et aujourd'hui on est capable de voir que on va être un 43, un 44 sur un bois pas forcément très bien touché et facilement derrière sur des bonnes balles, et on verra tout à l'heure sur le dernier, la capacité de monter sur du 1,48, 1,49, voire parfois de temps en temps sur une balle qui sort extrêmement vite. Ça c'est l'évolution, on n'en parle jamais assez, mais l'évolution technologique, elle était plus simple à mettre en avant et à faire évoluer la puissance et les performances d'une phase de bois par rapport à un driver. On est vite arrivé à la limite due à la taille de la tête. Là aujourd'hui, technologiquement, on a pu, grâce à l'intelligence artificielle, le jailbreak, développer des choses pour rendre ces bois de parcours extrêmement confortables et extrêmement puissants. Bon, cela étant, ils sont quand même normés. Oui, bien sûr. Quand même des caractéristiques. Alors, moi, je suis toujours très critique des bois de parcours depuis 13 ans que j'écris sur Jeux de golf et maintenant MyGolf Media, en disant que c'est des parcours, des clubs que je trouve difficiles à jouer. Et en réalité, la difficulté, elle est liée au fait, je voudrais faire une petite aparté sur la mécanique parce que c'est très important. Moi, j'avais le sentiment de difficulté en réalité parce que je n'avais pas la bonne mécanique. La mécanique d'un bois de parcours, c'est d'aller compresser la balle vers le sol, c'est donc d'avoir un angle d'attaque descendant, et ça ne se joue pas comme un driver. Donc si, comme moi, vous jouiez vos bois de parcours comme un driver, vous allez avoir des problèmes de confort et de difficulté à avoir des rendements, parce qu'en jouant remontant, on passe au-dessus de la balle, et en fait, c'est là où je trouve de la difficulté à jouer un bois de parcours. Néanmoins, quand on joue le bois de parcours sur un angle descendant, là, il peut y avoir vraiment du plaisir, et moi, j'ai redécouvert les bois de parcours simplement par un changement mécanique. Donc c'est ce que je voulais dire. Dans ce test, on ne va pas parler que de la vitesse de swing, mais on va aussi montrer que l'angle d'attaque était descendant pendant les tests et donc ça joue en faveur du smash factor. Néanmoins, sur ce premier bois de parcours, le Max D, qui est censé être le plus tolérant, c'est là où j'ai le smash factor le moins bon de tout l'ensemble du test, 1,43, avec des écarts types de valeur de 0,06, c'est-à-dire que j'ai pu descendre à 1,37, comme j'ai pu avoir des très bonnes balles, sans doute à 1,49. Il y a eu un gros écart. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense que l'élément principal vient, même si j'aime jamais dire que le moteur du club c'est le shaft, je l'ai trop entendu et je reste persuadé que ce n'est pas ça, mais
Ça, c'est un golfeur, autre débat. Je pense que ça bloque tout simplement parce que tu vois, tu as une vitesse de swing qui a été quand même fortement diminuée parce qu'il a fallu effectivement que tu essayes de t'adapter aussi un petit peu à ce shaft qui était 10 à 15 voire 20 grammes plus léger que les deux autres. Le seul en régular également. Donc il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est un des éléments et c'est ce qui fait ces variations justement, d'avoir un shaft pas forcément adapté. On se retrouve à jouer parfois à essayer de la prendre en montant, parfois de la prendre en descendant. Là, c'est ce qui s'est passé pour toi, mais c'est ce qu'on voit au quotidien, nous, sur des journées démo, des journées fitting, où effectivement, ça ne veut pas dire qu'avec un club non adapté, on ne peut pas faire de bons coups, mais quand le coup est loupé, il est vraiment loupé. Et là, on l'a avec le Smash Factor, c'est quand elle est bien tapée, tu as un coup qui est juste superbe, on le voit, on est capable d'avoir de très belles trajectoires, mais de l'autre côté, quand il est loupé, il est vraiment pas bon du tout et c'est vers là où on veut ne pas aller, c'est justement sur ces écarts conséquents en profondeur, en dispersion. Et je pense qu'on le retrouve, alors même si le résultat, et je pense que ce n'est pas le club qui te convient par rapport à ton profil de jeu, surtout pas avec des angles d'attaque comme ça qui vont être descendants. Et effectivement, le Max D va plus correspondre sur peut-être des swings un peu plus remontants et surtout pour compenser un effet. Et c'est là où on va dire, on va le prendre le côté positif là, du résultat, c'est qu'on a des trajectoires qui sont quand même très travaillées du centre vers la gauche et donc qui vont répondre à ces golfeurs qui ont besoin de venir compenser un effet de slice. Alors, dans les points qui m'ont confirmé dans le fait que c'était pas très agréable, vous voyez, alors que je suis plutôt un golfeur qui centre les balles relativement régulièrement, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, il y a beaucoup de balles qui ont été tapées d'ailleurs un peu plus proche du talon. Et donc tout ça, ça corrobore ce que vient de dire Maguire. Donc c'était franchement pas un résultat super sympa par rapport aux sensations et aux résultats tout simplement. Les écarts j'en profite Laurent, les écarts d'impact sur le club souvent viennent d'un shaft trop léger. Justement, on arrive, et c'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça, mais on arrive sur des shafts où d'un coup à l'autre, vu qu'on voit qu'on ne maîtrise pas le coup, inconsciemment, on vient changer un petit peu le chemin de club et le shaft ne va pas réagir de la même manière et surtout, il ne va pas t'adapter à la vitesse donnée. Donc, on va se retrouver avec des écarts comme donc, vous, en magasin, quand vous allez tester, n'aurez pas regardé une balle, il faut quand même en taper plusieurs, le plus possible, j'ai envie toujours de dire, parce que sur une balle, il peut y en avoir une bonne, mais là, on regarde vraiment la moyenne et elle n'est pas franchement bonne. On va regarder les données optimisées très succinctement. L'optimisation, donc on sait qu'on n'est pas sur une performance là en l'occurrence. Malgré tout, sur l'effort que j'ai produit, 80 miles par heure, j'avais une donnée optimisée de 158 mètres au carry. J'ai quand même fait 150 mètres, il n'y a pas un écart si flagrant. Donc je suis un peu dur avec ce club, parce que les sensations n'ont pas été là, et confirmées par les impacts. Mais il y a une vitesse de balle qui a été relativement protégée. Un angle d'attaque qui était pour le coup, c'est assez rare avec moi, qui est quand même dans la bonne valeur. Pas assez de spin loft et un angle de lancement qui n'a pas été très très bon. On voit qu'il y a une balle qui a été haute, mais globalement il y a eu des balles assez basses. Un angle de lancement donc trop bas, pas assez de spin et une hauteur de balle qui était basse. Je propose de regarder maintenant le deuxième test. Et dès le deuxième produit testé, je ne sais pas si tu l'as dans les mains. C'est celui-ci. Bon, les choses sont quand même changées. Avec, j'ai retrouvé du centrage. Donc, a priori, on est sur un shaft stiff. Je vais te laisser le préciser. Et 10 grammes plus lourd. Et 10 grammes que l'autre version. Donc encore une fois, ça ne fait pas tout, mais ça permet déjà de répondre à ces questions. On a un smash factor qui est meilleur, un centrage qui est aussi bien meilleur et beaucoup plus régulier que ce qu'on avait sur la première version. Et puis surtout une tête de club qui va être plus cohérente avec ton chemin de club, tout simplement parce qu'on va être sur un angle d'attaque descendant. Et effectivement, cette tête de max classique va plus rentrer dans ce profil de jeu. Donc sur justement avec ce poids à l'avant, là, répondre à un angle d'attaque qui permet justement d'avoir un contact plus fort avec le sol et une balle qui va jaillir un peu plus rapidement du club. Donc on a gagné en distance, je ne l'ai pas montré, mais là on est sur 188 mètres sur des balles tapées au sol, pas sur tee, 176 mètres, donc il y a 12 mètres de plus avec le même golfeur qui dans la même période de temps du test. Voilà, il y a un vrai gain de distance. On a un peu moins d'écart type de Smash Factor, il y a un peu moins de variation, donc ça corrobore ce qu'on disait juste avant. Et puis on va arriver au troisième et dernier test. Je ne m'étends pas sur celui-là pour arriver finalement là où ça a été le meilleur. Et sur les 10 balles, on a les trajectoires les plus régulières, les plus cohérentes. J'ai gardé volontairement une très mauvaise balle, parce que malgré tout, sur 10 balles, j'en ai tapé 9 correctes et une très mauvaise. On va s'intéresser à cette mauvaise balle parce qu'il y a des choses à en dire. Mais simplement, voilà, le centrage de balle est différent. Il est toujours au centre par rapport au deuxième test, mais il est un peu plus bas dans la face. Et donc là, on a un smash factor moyen d'1,49. C'est quand même juste spectaculaire
avec un écart type de 0,01. C'est-à-dire que j'ai tapé un 1,48 ou 1,50 sur 10 balles d'affilée. Médéric est témoin, on n'a pas triché, on n'a pas enlevé des balles, on n'a pas machin, c'est vraiment 10 balles d'affilée, comme pour le test précédent, donc là, on a une régularité de vitesse de balle et de performance qui est juste parfaite. Objectivement, on ne peut pas chercher mieux. Donc on a plus de vitesse de balle, plus de distance. On passe à 199 mètres, allez, 200 mètres, il ne faut pas leur donner, ne pas chipoter sur une balle qui est tout tapée depuis le sol, hein, donc sans le tee. Ça, quand même, le tee va apporter quand même quelques mètres en plus. Moi, j'ai été séduit et bluffé par ce bois, et pourtant, Médéric avait pris le soin de me dire attention, c'est le plus difficile. Alors, essaye de nous réexpliquer pourquoi c'est le plus difficile et pourquoi ça a bizarrement, paradoxalement, marché pour moi. Sur le papier, il est plus difficile par rapport à l'équilibrage. Donc la tête en elle-même qui est un petit peu plus compacte. On a aussi un peu plus de poids vers l'avant, cette fameuse vis qui la plupart du temps peut venir embêter le golfeur qui va ne pas parfaitement centrer la balle, parce que souvent on parle de ce moment d'inertie, poids sur l'arrière, face qui bouge très peu. Inversement, si on met le poids vers l'avant, on va se retrouver en tapant en pointe et en talon à avoir une face qui bouge et donc de la dispersion. Ce qui n'a pas été ton cas, et c'est pour ça que ça a très bien fonctionné. D'une, parce que le centrage a été extrêmement rectiligne, donc tu n'as pas eu de problème de déformation, de mouvement de face. C'est pour ça que tu as eu des résultats qui ont été extrêmement droits. Autre avantage, c'est que par rapport à ton angle d'attaque descendant, tu te retrouves avec davantage de poids vers l'avant de la tête de club. Et donc ça a amené quelque chose en dynamique de très intéressant, c'est que tu t'es retrouvé avec des trajectoires plus hautes. Plus rectilignes et plus hautes. C'est ce qui fait qu'on a augmenté le carry. Si on repart quand même sur les datas de tout à l'heure, on était à 149. Si je ne dis pas de bêtises, sur la version Max D, Ouais. qui normalement Ça, était un club qui était à 16 degrés au niveau du loft classique, alors que là on était sur du 15 degrés. Et là on pourrait même optimiser encore un petit peu plus, et on en parlait avec Laurent justement tout de suite, peut-être basculer sur une version 16,5, la version 3 HL, qui pourrait justement, le fait de ne pas avoir un spin très élevé pour un bois de parcours, de pouvoir encore gagner un petit peu et de passer peut-être sur du 175 mètres en carry. Alors je ne parle pas de gagner 20 mètres, mais de gagner en distance totale et de dépasser la barre des 200 mètres juste en augmentant un petit peu le loft, parce que tu as une chance de ne pas générer beaucoup de backspin malgré l'angle d'attaque un peu descendant. Alors, on va regarder une mauvaise balle, parce qu'on regarde souvent les bonnes balles, mais là, il y a une balle qui est intéressante. Donc, voilà, c'est la plus mauvaise balle de l'échantillon. J'ai fait une faute de rythme au niveau de la rotation des hanches. Les clubs ne sont pas des baguettes magiques, je suis désolé pour vous, ça ne corrige pas tout. Donc c'est une balle qui est tapée basse au centre. Donc on a bien vu que tout à l'heure sur l'ensemble des clubs, des coups, ils étaient tous au centre. Donc là, c'est pas la surprise. Mais on a une balle qui est basse, tapée complètement à gauche, c'est un mauvais coup. 1,50 de smash factor. Donc là, c'est quand même, moi j'ai été un peu surpris, et c'est pour ça que j'ai gardé cette balle dans l'échantillon et je voulais en parler. 1,50 de smash factor sur le plus mauvais coup, tapé bas dans la face. Elle fait 175 mètres, bon, quelque part, la distance, on s'en fiche un peu parce que la balle, elle est hors limite, c'est un coup de perdu. Mais là, le smash factor sur ce coup-là m'a vraiment surpris. Sachant que pour analyser le résultat, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de données de qualité sur la balistique. La balle à gauche vient juste de l'angle de la face en fait, qui était 4 degrés orienté à gauche. Donc une balle peut être très bien centrée dans la face de club, mais avoir des écarts de démarrage à gauche ou à droite par rapport à une orientation de face de club à l'impact. Et après, on peut regarder paradoxalement une balle très bien tapée. On va essayer d'en trouver une sans trop chercher longtemps. Voilà. Là, la balle, je pense que tous les golfeurs ont envie de jouer une balle comme ça. 85 de vitesse, 1,48 de smash factor. La balle, elle est au centre du fairway, elle est centrée dans la face. Et moi, je n'ai pas eu le sentiment, pour arriver sur plutôt l'aspect sensation, d'être en difficulté avec ce club. Donc c'est tout le paradoxe de ce test. Le club le plus difficile m'a paru le plus facile, et inversement, le plus facile m'a paru le plus difficile. Donc ça prouve pas grand-chose d'autre que le fait que vous devez vous aussi tester, que vous ne pouvez pas avoir de certitude et arriver sur un rack de magasin et dire je prends celui-là parce qu'on m'a raconté que c'était plus facile. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Médéric, je te laisse conclure sur ce point. Juste une dernière chose, parce qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant. On parlait d'augmenter ce dynamic loft ici, justement avec un club plus ouvert. Donc en fait, on a compensé le degré 5 de loft entre le 15 que Laurent a joué et le 16,5 que je te pouvais te conseiller. Et là, on l'a récupéré juste en dynamic loft. Donc on est passé de 12,4 à 13,9. Entre le premier test Entre le premier et la balle de tout à l'heure, ta moyenne. Et là, on est passé au 175 de carry dont je te parlais et d'arriver justement à cette barre des 200 mètres. Donc une balle mieux contrôlée.
une balle mieux contrôlée. Et donc après, voilà, si ce n'est pas le swing qui l'amène, c'est l'ouverture du club qui aurait pu te permettre de basculer sur un dynamic loft un petit peu plus important. Voilà, donc on ne peut pas savoir d'emblée de jeu ce que va être un club de golf. Il faut malheureusement ou heureusement, ça fait partie du plaisir du jeu de golf de tester, parce que les certitudes, ça n'existe pas, en tout cas au golf. Merci à vous de nous avoir consacré votre temps. Merci à Médéric des Merci produits à toi, Laurent. produits pour nous en parler.